Euh, alors aujourd'hui, on est réunis pour échanger sur l'organisation du lien avec les associations de mentorat. Pour commencer, peut-être qui est autour de la table. Donc, il y a déjà Break Poverty qui est ici, que je vais présenter rapidement. Donc, moi, je suis Nadège Malti, responsable de projet sur le sujet du mentorat de l'aide sociale à l'enfance. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Rémi et de Marion, qui sont tous les deux chargés de projet sur le mentorat de l'aide sociale à l'enfance et que vous avez peut-être déjà croisé dans diverses boucles de mails ou réunions. Pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Break Poverty, on est une association qui lutte contre le déterminisme social en France. Et depuis 2020, on collabore avec les associations de mentorat pour les rapprocher du public de l'aide sociale à l'enfance. Et notamment cette année, on appuie l'ensemble des départements dans la mise en place du mentorat de l'ASE. Et on est aujourd'hui avec le collectif Mentorat. Bonjour, je suis Nicolas Viano, directeur du collectif Mentorat. Je suis accompagné d'Alexis, chargé de partenariat. Bonjour. Le collectif Mentorat, c'est une association tête de réseau puisqu'elle regroupe 75 organisations qui portent et développent des programmes de mentorat social tournés vers les jeunes en difficulté. Et parmi ces 75 acteurs, on verra au fil du webinaire que 9 d'entre eux accompagnent en particulier les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, et notre rôle en tant que collectif mentorat, c'est de donner un maximum de visibilité au mentorat, à ses acteurs, à son impact, et plus précisément de coordonner des actions que peuvent mener nos organisations, notamment autour de sujets thématiques tels que celui du mentorat des jeunes de la vie. Merci beaucoup, Nicolas. Aujourd'hui, on est aussi accompagné de départements qui vont témoigner et qui vont venir illustrer notre propos. Donc, il y a notamment Virginie Delassus qui est parmi nous. Virginie, on te laissera la parole un tout petit peu plus tard, si ça te va. Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre, et notamment en repartant de la feuille de route initiale sur laquelle on a pu travailler cette année autour de la mise en place du mentorat de l'aide sociale à l'enfance. Donc, pour rappel, on l'avait déjà vu lors du webinaire 1. Je ne vais pas la présenter en détail ici, on peut vous la représenter en détail si besoin dans une autre instance de discussion. Nous, on a formalisé une feuille de route en 6 étapes autour de thématiques différentes. Aujourd'hui, on va se concentrer et zoomer plus spécifiquement sur les étapes qui sont encadrées en bleu ici, donc celles qui sont relatives à la mobilisation des associations, donc notamment l'identification et la rencontre avec les associations mobilisables, l'arbitrage sur une articulation des périmètres des associations et le conventionnement avec la ou les associations retenues. Et enfin, on va aussi se concentrer sur tout ce qui est relatif au suivi et au pilotage des associations, notamment la mise en place d'une gouvernance de pilotage avec les associations et acteurs de l'aide sociale à l'enfance. À noter qu'il y a donc ce webinaire, c'est le deuxième d'une série de 4 webinaires au moins, dont le prochain aura lieu le 28 mai. On pourra revenir sur les dates un peu plus tard. Mais donc tout ce qui est relatif à la mobilisation des acteurs de l'ASE sera plutôt évoqué dans le webinaire 3, le 28 mai. Et donc, si on regarde à quoi ça correspond en termes d'agenda pour cette journée et en termes d'objectifs de cet échange, on va se concentrer dans un premier temps sur la compréhension du positionnement de chaque association de mentorat. Donc, essayer de se représenter de diverses manières. Qu'est-ce que ça veut dire? On a essayé de travailler notamment sur un certain nombre d'outils avec différents départements et différentes associations. On a essayé de travailler sur des outils qui permettent de rendre l'information plus intelligible et plus explicite pour vous, pour que vous puissiez vous l'approprier plus simplement. Ensuite, on va avoir une deuxième section sur la mobilisation des associations et le conventionnement avec ces associations. On va aussi avoir une section sur comment coordonner le travail des associations sur son territoire et comment animer la gouvernance avec ces associations. Et ensuite, on aura un temps de témoignages et de questions-réponses à la fin. À noter, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions dans le chat. On les note toutes, on répondra à toutes ces questions, soit en séance aujourd'hui, soit plus tard à l'écrit, si jamais on n'a pas eu le temps de toutes les traiter. Mais vraiment, n'hésitez pas. Et donc, si on commence tout de suite avec le positionnement de chaque association. De quoi on parle? Pour rappel, on a vu précédemment que les associations sont caractérisées par plusieurs dimensions. La première dimension, c'est souvent le principal objectif poursuivi ou le besoin traité par les associations. Est-ce qu'elles sont plutôt sur le lien socio-affectif, l'accompagnement scolaire, l'orientation académique, l'insertion pro? Le deuxième objectif, c'est la deuxième dimension, c'est le niveau d'intensité du mentorat. On va y revenir dans un instant et on va vous expliquer plus précisément qu'est-ce qu'on entend par ça.
On a aussi une dimension qui est le type de profil couvert. Donc, en fait, certaines associations vont couvrir des publics plus jeunes, certaines associations vont couvrir uniquement des majeurs, certaines associations vont s'adresser uniquement à des jeunes qui sont en situation de handicap. Voilà, il faut apprendre à les connaître et à se les représenter. La quatrième dimension, c'est ce qui est relatif au parcours proposé aux jeunes et aux spécificités de l'association. Donc, il y a des associations qui vont proposer un certain type de mentor, seulement des actifs, ou seulement des étudiants, ou seulement des retraités. Il y a des associations qui vont faire des activités collectives, un élément clé de la structuration du binôme, et qui vont rendre obligatoires les activités collectives hebdomadaires. Ça, pareil, il faut apprendre à les comprendre et à les distinguer entre les associations. Et enfin, il y a ce qui est relatif au coût d'un binôme. Et donc, pareil, ça, on va pouvoir y revenir dans un instant de manière plus précise. Mais comme vous le savez, on estime à 350 à 1 500 € par jeune en moyenne, en fonction de l'intensité de l'accompagnement, le coût d'un binôme. Et écoutez, aujourd'hui, on vous propose de zoomer sur plusieurs de ces éléments, notamment le principal objectif poursuivi, l'intensité du mentorat, les types de profils couverts et le coût d'un binôme. Et je vais pour cela laisser la parole au collectif mentorat. Oui, merci Nadège. Effectivement, on va parler beaucoup d'associations. Au sein du collectif, on en a identifié 9 qui accompagnent des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, exclusivement ou en partie. Et pour celles qui n'accompagnent pas uniquement des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, elles ont en tout cas des programmes et une organisation qui leur permet d'aller accompagner ces jeunes en lien avec les différentes structures qui sont impliquées dans le dispositif. On a inscrit à l'association Impact ici, on en parlera peut-être un peu moins par la suite. C'est une association qui a un ancrage assez local en Ile-de-France et qui a un axe plutôt santé sur ce mode d'action. Donc, c'est pour ça, peut-être, si vous en entendez un peu moins parler par la suite, c'est pour ces raisons-là. Je te laisse passer la suivante sur le positionnement de chaque association. Nadège. Ouais, voilà, nickel. Donc toutes ces associations, elles répondent à des objectifs différents. Je pense que ce qui est important de retenir, et vous aurez les diapos, hein, donc vous pourrez le voir un peu plus en détail, c'est qu'on a des associations qui vont agir plutôt sur le lien socio-affectif dont peut avoir besoin un enfant, un jeune, d'autres plus sur des questions d'orientation, de soutien à la scolarité, et puis pour les plus âgés, sur des enjeux d'insertion professionnelle. Donc on voit qu'il y a quand même un lien entre ces thématiques-là et l'âge du jeune, ce qui peut prendre du sens au sein de leur parcours. Et puis donc des associations qui sont assez complémentaires entre elles également. Ensuite, je crois Absolument. qu'on Et avait... peut-être, juste pour compléter ce que tu dis, Alexis, donc pour info, on a essayé de représenter de manière cartographiée le positionnement de chaque association. Et sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 types d'objectifs principaux. On a essayé, nous, de faire ça de manière la plus simplifiée possible pour que ce soit le plus explicite possible pour vous. Et donc, il peut y avoir une dimension un peu réductrice aussi à cette représentation. Et ce qu'on essaie de dire, c'est que chaque association est positionnée sur un type d'objectif en particulier. Et une tranche d'âge en particulier également. On vous laissera le parcourir en détail plus précisément par la suite. Et je passe à la page suivante. Voilà. Pour vous aider un petit peu plus aussi à bien appréhender le positionnement des associations, on a travaillé avec elles sur 2 volets. Le niveau d'intensité dans l'accompagnement qu'elles proposent et en lien du coup avec le coût que représente un binôme accompagné. Cette intensité, on l'a définie à travers la durée. C'est des critères que vous avez ici, hein, je ne vais pas les reprendre de manière exhaustive, mais sur la durée de l'accompagnement, la fréquence des rencontres notamment, et le suivi que peuvent faire ces associations l'une après l'autre. Et donc ça se schématise de manière peut-être un peu plus lisible. On a fait une petite matrice où on se rend compte que ces associations, en fonction de leur niveau d'intensité, et du coup qu'elles représentent, on peut les classer en 3, voilà, sur une ligne un peu assez droite, où les associations qui sont sur l'intensité de niveau 1 sont celles qui sont plus axées sur les questions d'insertion professionnelle, donc avec des jeunes un peu moins jeunes, entre guillemets, sur la tranche d'âge, on va dire, si on prend les 11-30 ans, on voit ici arpéger les ombres. Et puis sur le niveau 2, c'est des associations qui vont plus répondre à des questions d'orientation et de soutien à la scolarité. Et puis niveau 3, on est plus sur des questions de liens socio-affectifs, où là, l'accompagnement est d'une intensité un peu plus forte, voilà, pour vous donner un peu cette perspective. Et ça vous donne, je pense, une vue assez compacte, mais voilà, sur les différences, en tout cas à ce stade, qui peuvent exister entre les associations membres du collectif mentor.
Absolument. Et juste pour compléter, cette représentation, on a travaillé dessus à la demande des départements qui nous ont souvent dit, mais ils nous ont souvent demandé, en fait, c'est quoi la différence entre le coût de différents binômes? Parfois, quand on échange avec les associations, on nous dit que le coût d'un binôme, c'est 350 euros. Parfois, on nous dit que c'est 1100 euros. En fait, c'est quoi qui explique la différence? Ben, en fait, c'est assez directement corrélé à l'intensité du suivi par l'association. Si on a un mentorat qui dure, ou une mise en binôme qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, en fait, ça va demander plus de suivi de la part de l'association. Si on a des binômes qui se rencontrent de manière obligatoire dans des activités collectives de manière hebdomadaire, bon, ben, dans ce cas-là, ça va forcément demander plus de suivi de la part de l'association. Si on a des associations qui s'implantent uniquement en présentiel, comme ça peut être le cas des associations de parrainage qui sont dans le niveau 3 en haut à droite, souvent on va arriver assez vite sur des coûts plus élevés parce que ça va être des travailleurs sociaux qui sont là en présentiel et qui vont aller démarcher et rencontrer chaque semaine les acteurs de l'ASE du territoire. Donc voilà, il faut bien avoir en tête ces 3 niveaux d'intensité. On se tient encore une fois à disposition pour expliciter ces éléments encore plus clairement. Et garder en tête que c'est bien une représentation schématique pour vous aider à vous représenter le fonctionnement de chaque association. À noter aussi qu'on a représenté rapidement avec le petit liseré bleu autour des logos les associations qui ont un volume important de jeunes de l'ASE parmi les binômes totaux. Et c'est donc notamment le cas de quasiment toutes les associations, sauf l'Arpège et l'entraide scolaire amicale à date, mais qui sont aussi positionnées sur ces sujets-là, sur les sujets de l'ASE. Et je passe à la page suivante. Merci Nadège. Puisqu'on parle de coûts, ça nous a semblé intéressant aussi que vous ayez à l'esprit ce que représente, ou plutôt ce qu'il y a derrière le coût du mentorat. Parce que ce n'est pas intuitif en première intention. Le mentorat, c'est d'abord le fait de mettre en binôme un jeune avec un mentor qui est bénévole. Mais donc, le coût, il est plutôt du côté des organisations de mentorat, puisqu'il s'agit de mentorat formel. Il y a toujours une organisation, quelle que souvent une association, qui joue ce rôle de tiers de confiance et qui va orchestrer la relation de mentorat. Et donc ces coûts, c'est essentiellement des gens et donc de la masse salariale. Ce sont essentiellement des chargés de mentorat, ceux qui opèrent le métier du mentorat, et en l'occurrence, qui vont aller sourcer les jeunes, sourcer les mentors, les mettre en relation de la manière la plus pertinente possible, et puis assurer le suivi des binômes dans la durée. C'est aussi des fonctions support sans lesquelles les associations ne fonctionneraient pas. Donc des fonctions de RAF, de chargé de communication, de DRH, des fonctions managériales à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle territoriale, et cetera, et cetera. C'est intéressant de voir, de faire le lien avec la slide précédente où on a vu la variabilité des coûts. En fonction de ce qu'on a qualifié d'intensité du mentorat, les coûts seront différents tout simplement parce que le suivi assuré par l'association sera plus ou moins intense. Et donc, un chargé de mentorat d'une association à l'autre aura l'occasion d'accompagner entre 25 et 150 binômes, d'où un suivi plus ou moins rapproché et un coût plus ou moins élevé. Et ben, les autres frais, quant à eux, ils relèvent de 2 catégories principales. D'une part, les achats et services externes, d'autre part, les loyers. On peut passer assez vite là-dessus. Nos associations ont 2 façons de fonctionner. Soit elles ont des antennes territoriales, soit elles n'en ont pas et elles fonctionnent à distance. Et donc là aussi, ça nous donne un indice, une explication de la variabilité des coûts. Celles de nos organisations qui ont des antennes territoriales payent des loyers supplémentaires, bien sûr. En revanche, elles seront toutes concernées par un même élément, ce sont les coûts liés à la communication. Et pourquoi nos assos doivent-elles communiquer? Tout simplement pour faciliter leur sourcing de jeunes et de mentors. Ce sont souvent des coûts, ce qu'on appelle des coûts d'acquisition pour aller chercher les jeunes, aller chercher les mentors quand les partenariats institutionnels ne suffisent pas, et c'est malheureusement souvent le cas. Autre exemple de coût, celui nécessaire à l'acquisition d'outils numériques essentiels pour pouvoir suivre de la manière la plus fine possible les binômes. Ce sont souvent en l'occurrence des CRM qui permettent un suivi efficace des binômes. Voilà, et je repasse la parole à Nadège, je crois. Merci beaucoup, Nicolas.
Écoutez, on arrive à la fin de cette première section sur la présentation des associations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, à les mettre dans le chat ou même à prendre la parole, à lever la main pour les poser. On sera ravis d'y répondre. Je laisse peut-être une toute petite seconde si jamais il y avait des questions directement sur ces sujets. On pourra toujours y revenir à la fin. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est peut-être beaucoup d'informations. Tout vous sera transmis aussi pour que vous puissiez y avoir accès hors ligne et relire la présentation tranquillement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est bien qu'il y a 9 associations qui sont présentes à l'échelle nationale et qu'elles sont toutes positionnées différemment d'un point de vue de leurs objectifs qu'elles suivent, du point de vue des tranches d'âge, du point de vue de l'intensité, du type de suivi qu'elle propose et du point de vue des coûts. Oui, Monsieur Moka, vous avez levé la main. Oui, non, juste pour poser la question, il n'y a aucune collectivité qui a décidé de mettre en place ce type de suivi en interne, quoi, en régie. On fait à chaque fois appel à une association qui vient faire l'intermédiaire, ou est-ce qu'il y a éventuellement des collectivités qui ont pu avoir cette initiative en interne, quoi? Alors, c'est une très bonne question. Pour information, nous, donc nous, Break Poverty, depuis le lancement de la loi Taquet et la sortie du décret cette année, on n'a pas accompagné ou échangé avec des départements qui ont décidé de le mettre en place eux-mêmes cette année. En revanche, on travaille avec des départements qui, par exemple, c'est un peu différent, mais mettent en place une démarche de parrainage en interne depuis plusieurs années et qui ont décidé de la conserver en interne. Et ça va être le cas, par exemple, de la Seine-Maritime, avec qui on peut vous mettre en contact sans aucun souci. Oui, Nicolas. Oui, bon, je précise bien sûr que ce n'est pas ce qu'on préconise. En tant que collectif mentorat, on préconise bien sûr que vous puissiez passer par une des organisations de mentorat, tout simplement parce que le mentorat, c'est un métier. On assiste à l'émergence d'un nouveau métier qui est celui de chargé de mentorat, et ces chargés de mentorat sont au sein des organisations de mentorat. Et il y aura en quelque sorte un gain de temps pour vous que de passer par des experts du sujet euh, qui sauront effectuer les missions que je décrivais tout à l'heure, de sourcing, de formation des mentors, d'animation des binômes, d'évaluation de chacun des binômes, etc. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, on signale dans les commentaires que le département des Yvelines porte une partie du mentorat et du parrainage en régie également. On pourra vous retransmettre ces contacts ultérieurement, Monsieur Mocker. Écoutez, dans ce cas-là, je vous propose de continuer. N'hésitez pas, si vous avez des questions encore, à les mettre dans le chat ou à lever la main à n'importe quel moment. Alors, sur la question de la mobilisation des associations et du conventionnement avec elles. Donc, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait que des associations, elles existent, comment on fait pour entrer en contact avec elles et comment on fait pour les faire venir sur notre territoire? Et donc là, nous, ce qu'on a essayé de représenter lors de sessions de travail à multiples reprises avec différents départements, on a essayé de représenter les différentes manières de mobiliser les associations. Et en fait, il y en a 2 qui ont émergé principalement. La première, c'est conventionner en direct avec une ou plusieurs associations de mentorat, locales ou nationales. Donc, c'est souvent ce qu'on va appeler le sourcing direct, entre guillemets, c'est-à-dire entrer en contact directement avec les associations. Et il y en a une deuxième qui est le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt ou d'un appel à projet à l'ensemble des associations. On a essayé de représenter pour chacune de ces options les avantages et les inconvénients, les raisons pour lesquelles vous auriez envie de vous tourner vers cette option ou pas, et à quel type de département ça convient. Et on a essayé de représenter un micro-plan d'action de ce qu'il faudrait mettre en place, sachant bien sûr qu'on a essayé de faire ça de la manière la plus simplifiée possible, encore une fois, pour que ce soit communicable facilement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, conventionner en direct avec une ou plusieurs associations de mentorat, c'est pour qui? C'est pour vous si vous avez envie de capitaliser sur la connaissance des associations existantes et de co-construire des solutions adaptées au territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, dans certains départements avec lesquels on travaille, en fait, il va déjà y avoir des associations de mentorat qui sont actives sur le territoire, notamment auprès des jeunes de l'ASE, parce qu'elles ont mis en place des partenariats directs avec une MEX, avec un établissement d'accueil. Et souvent, quand le département prend la main et s'implique dans le pilotage, la question se pose de est-ce que
on continue de travailler avec cette association ou en fait, est-ce qu'on essaie de faire quelque chose de plus ouvert et d'impliquer d'autres associations? Sachez que ancrer le partenariat avec cette association, ça peut être une manière de capitaliser sur leur connaissance du territoire et de co-construire des solutions qui sont adaptées au territoire. Parce que souvent, c'est des assos qui connaissent le territoire depuis plusieurs années, ont déjà pu échanger avec certains établissements, ont déjà pu échanger avec certaines collectivités et donc vont être capables de nouer des partenariats ou de proposer des solutions vraiment adaptées et de vous dire, bon, dans cet endroit-là, en fait, on a un problème de ruralité et dans ce cas-là, il faudrait essayer de trouver, développer plus le mentorat à distance. Là, on peut essayer d'envisager une antenne de mentorat. Voilà le type de discussion que ça peut amener. Ça vous permet aussi de lancer l'activité plus rapidement, c'est-à-dire sans passer par un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt. Ça vous permet aussi de choisir l'association directement en fonction des échanges que vous avez avec eux, de la manière dont ils correspondent à vos besoins ou pas. Mais il faut quand même penser au fait que potentiellement, on n'est pas sur une approche holistique quand on est comme ça dans la prise de contact direct et que potentiellement, ça peut écarter d'autres associations qui peuvent être autant, voire plus pertinentes pour le territoire. Souvent, les associations vont être vont pousser pour être le plus possible en adéquation avec le besoin que vous allez identifier. C'est-à-dire, si c'est que c'est quelque chose dont on ne parle pas exactement dans ce webinaire-là, mais il faut avoir en tête que vous, en tant que département, une de vos premières réflexions, ça va être c'est quoi le type de besoin auquel j'ai envie de répondre? Est-ce que j'ai envie principalement d'avoir des binômes en présentiel pour des 12-14? Est-ce que j'ai plutôt envie d'avoir de l'accompagnement professionnel pour des 16-18 et même des 18-25, pourquoi pas? Est-ce que j'ai surtout envie d'avoir de l'accompagnement scolaire, en fait, parce que je sens que sur mon territoire, c'est ça dont on a besoin. En fait, avoir cette approche-là, ça vous permet de vous orienter vers les associations qui correspondent le plus à ces besoins-là. Et si en menant un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt, vous arrivez à adresser l'ensemble des offres possibles et du coup à prendre une décision qui soit vraiment en connaissance de cause. Ce qui est peut-être un peu moins le cas dans le cas d'une prise de contact directe. À noter aussi que dans certains cas, donc dans cette première option, conventionner en direct avec une ou plusieurs associations de mentorat, il y a plusieurs cas de figure. En fait, soit il y a déjà une association de mentorat qui est présente auprès des jeunes de l'ASE sur votre territoire. Ça, c'est plutôt simple. Soit il y a une association de mentorat qui fait du mentorat auprès des jeunes de l'ASE, qui est présente à l'échelle nationale et qui est OK pour venir s'implanter sur votre territoire. Dans ce cas-là, vous pouvez entrer en contact avec elles et les inviter à venir s'implanter. Ils connaissent déjà le public de l'ASE. À noter que c'est souvent une solution qui peut être un peu plus coûteuse parce que du coup, ça implique qu'il y ait une implantation. Et il y a un autre cas de figure qui est, en fait, il n'y a pas d'association qui est prête à venir s'implanter sur votre territoire. Et dans ce cas-là, la solution envisagée, ça peut être soit vous rapprocher d'une association qui fait du mentorat, mais pas auprès des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas-là, votre contact pour l'identifier, ce sera le collectif mentorat. Soit vous rapprocher d'une association qui mène des activités associatives auprès des jeunes de l'ASE, mais pas forcément du mentorat, et les encourager à développer du mentorat. Et dans ce cas-là, le collectif mentorat sera disponible pour accompagner l'association vers une meilleure connaissance de ce public. Et donc, en termes d'étapes, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un premier temps, on vous invite à consulter la cartographie des activités des associations. Donc, c'est un outil qui est disponible en ligne, qu'on est en train de mettre à jour actuellement sur le site du collectif mentorat et qu'on vous partagera très rapidement, qui recense les implantations et les activités de toutes les associations par département. Et donc, à défaut de disponibilité de cette cartographie, on vous invite à contacter le collectif mentorat. On vous invite aussi à sonder les structures de l'aide sociale à l'enfance du territoire pour identifier des partenaires potentiels. Parce que souvent, en fait, on est en contact avec des chargés de projet qui nous disent « Moi, j'ai envie de lancer du mentorat, mais en fait, je ne sais pas s'il y a déjà des choses en place dans mes établissements. » Et en fait, souvent, vous serez assez surpris, mais il y a quand même souvent des associations qui sont déjà en place dans les établissements, souvent des toutes petites associations d'ailleurs dont on n'entend pas forcément parler, et c'est des partenariats bilatéraux avec les établissements. Mais faire parvenir un questionnaire, même sous forme de 2-3 questions par mail à vos structures, ça peut être une bonne manière de faire remonter cette information. Et enfin, on vous invite à contacter les associations qui vous intéressent à partir du document de contact qui est en annexe. Sur la deuxième option, lancer un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet à toutes les associations. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à vous si en fait, il n'y a pas eu d'intérêt par les associations que vous avez contactées pour s'implanter. En fait, souvent,
petite parenthèse, souvent on va avoir tendance à commencer plutôt par une prise de contact directe, donc plutôt par l'option 1. Et si ce n'est pas le cas, on va aller peut-être plutôt potentiellement vers un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet. Mais à noter que ça peut aussi être votre premier choix si notamment vous avez aussi envie de définir précisément le cadre d'action des associations. Et c'est ce que vous permet de faire un AMI ou un AAP. Mais cela dit, il faut aussi penser au fait que ça nécessite un délai de traitement des dossiers. Et ça nécessite aussi du cadrage supplémentaire en amont, donc notamment définir les budgets, définir les modalités d'intervention. Il faut que vous ayez déjà en amont une idée assez claire de où est-ce que vous voulez aller pour que vous puissiez avoir un échange assez riche et construit avec les associations. En termes d'étapes, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, item, on vous invite à contacter le collectif Mentorat pour un premier échange si besoin et qui pourrait être très utile pour vous orienter. On vous invite également à définir le cadre du projet, donc notamment la question des objectifs, du budget, du financement, du pilotage, et être au maximum transparent aussi sur le budget, autant que faire se peut, être au maximum transparent sur le budget dans le cadre de l'appel à projet, puisque c'est ce qui va permettre aux associations de savoir si elles peuvent ou pas répondre. Et ensuite rédiger cet AMI ou cet appel à projet sur la base d'une trame. Donc nous, on a travaillé sur une trame d'appel à projet qu'on pourra vous partager, pareil, qui est en annexe et qu'on est en train d'affiner au fil des échanges. Et enfin, on vous invite à définir un calendrier de publication et lancer l'appel à projet ou l'appel à manifestation d'intérêt aux associations nationales et locales, donc à l'ensemble des associations. Voilà pour la question de la mobilisation. Peut-être un point on pourrait y revenir un petit peu plus tard, mais nous, souvent, on encourage les départements à s'orienter vers 2 à 3 associations dans le cadre d'un lancement, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un peu de diversité de l'offre et en même temps de limiter la capacité de pilotage qui est nécessaire, et du coup, ce qui peut permettre aux associations de s'organiser elles-mêmes. Et alors, sur la question du conventionnement. Donc, une fois qu'on a identifié les associations de mentorat, en fait, il faut conventionner avec elles. À quel point faut-il penser dans le cadre de ce conventionnement? Donc là, on ne va pas vous présenter une convention type, en tout cas pas encore, mais plutôt des questions types auxquelles il faut penser dans le cadre de ce conventionnement. Et donc, pour nous, les éléments qui sont vraiment indispensables à faire apparaître, c'est déjà, ou en tout cas à avoir en tête, c'est combien de binômes de mentorat seront mis en place. Et en fait, c'est assez important de conventionner là-dessus, parce que c'est ce qui va vous permettre d'évaluer si les objectifs ont été atteints, c'est ce qui va vous permettre aussi de savoir quels objectifs on a envie de se fixer pour l'année d'après, est-ce qu'on a envie d'évoluer ou pas. Et souvent, les associations vont proposer plutôt donc c'est pas le cas de toutes, notamment les associations de parrainage proposent, enfin, celles qui font parrainage et mentorat proposent plutôt un coût à l'implantation. Mais souvent, les associations vont proposer un coût par binôme. Et donc, c'est aussi ce qui vous permet éventuellement d'ajuster le financement en fonction du nombre de binômes. Une deuxième question à traiter dans le cadre du conventionnement, c'est quels sont les moyens qui seront déployés par l'association. Donc, notamment clarifier, est-ce que l'association va mener des actions de communication? Est-ce qu'elle va entrer en contact avec 5 mecs, 10 mecs, 30 mecs? Est-ce qu'elle va mener des actions de communication auprès de 1, 2, 3, 4, 5 réunions internes ou 5 webinaires internes du département, etc. Ça peut toujours être intéressant de les clarifier pour se mettre d'accord dessus. C'est aussi important de se dire qu'est-ce que le département va faire pour identifier les jeunes et mettre en relation les associations avec les acteurs de l'ASE. Donc, est-ce que le département va juste faire un mail pour parler de la démarche, ou en fait, est-ce que le département va régulièrement prendre son téléphone et relancer les directions d'établissement pour leur demander s'ils ont entendu parler du mentorat? C'est à clarifier. La question à se poser aussi, c'est quelle gouvernance et pilotage seront mis en place avec l'association. Donc ça, on pourrait y revenir un tout petit peu après, mais notamment à quelle fréquence on a envie de se parler avec l'association. Est-ce que l'association est obligée de remplir un tableau de reporting de manière trimestrielle ou de manière semestrielle? Sur quelle base? De quand à quand s'étend la convention? Ça peut paraître trivial, mais en fait, parfois, c'est pas explicitement renseigné. Et quelles sont les conditions de financement? Donc, est-ce que c'est du financement au binôme ou est-ce que c'est du financement sous forme de lot plutôt? Est-ce qu'il y a éventuel remboursement ou non-paiement si l'objectif n'est pas atteint, etc. Donc, à noter que, par ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus plus précisément, mais aujourd'hui, en termes de ressources,
Les associations, le coût d'un mentorat pour une association peut en partie être couvert par d'autres fonds publics tels que la subvention Un jeune, un mentor, mais aujourd'hui, ces fonds restent incertains pour les associations et ne peuvent pas être sécurisés sur le long terme. C'est pour ça que les associations sollicitent le financement des départements. Et donc aujourd'hui, on travaille avec le collectif Mentorat sur une convention type et on vous partagera d'ici peu cette convention type. Voilà pour la partie mobilisation des associations et conventionnement avec elles. Alors, si on bascule sur la coordination du travail des associations sur son territoire et l'animation de la gouvernance, on a pu recenser au fil des échanges qu'on a eus avec les départements quelques bonnes pratiques sur le sujet et on voudrait vous les partager aujourd'hui. Alors, les bonnes pratiques de la collaboration, et c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques de la collaboration département-association. On les a recensées en 3 colonnes, ces bonnes pratiques, parce qu'on estime qu'il y a 3 grandes phases dans le travail avec les associations. Il y a une phase qui est la mobilisation des associations, donc on l'a parcouru. Il y a une phase qui est le lancement des mentorats, donc le lancement des premiers mentorats. Et après, il y a une phase qui est tout ce qui est le pilotage des associations et tout ce qui va être le suivi de manière régulière. Et donc, pour chacune de ces étapes de travail, on a identifié des bonnes pratiques à répliquer, et c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive, et je pense qu'il y en a encore plein à venir renseigner dessus. On est toujours ravis d'en ajouter de nouvelles. Et donc, sur la question de la mobilisation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut identifier un interlocuteur clé au département, parce que en fait, c'est une charge de travail de mener tous ces échanges avec les associations. Il faut surtout prévoir une personne relais si le référent mentorat est absent. C'est un cas de figure dans lequel on s'est retrouvé à plusieurs reprises dans certains départements, où en fait, on va avoir une seule personne au sein du département qui va desquelles va vraiment être dépendante le lancement des mentorats. Et en fait, une fois que cette personne est absente, on n'a finalement pas vraiment l'opportunité en tant qu'association de pouvoir relancer le département. Et en fait, le lancement des mentorats reste en attente pendant des mois et des mois et des mois. Et en fait, à partir du moment où on a parlé à un jeune en question du lancement d'un mentorat, en fait, c'est compliqué pour lui de le faire attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois après ça. Et ça fait notamment référence au point qui est en bleu, en transversal en bas, qui est en fait relatif à toutes les étapes du suivi des mentorats, qui est que aujourd'hui, le pilotage et le suivi des associations de mentorat, ça nécessite du temps, ça nécessite au moins une petite partie d'un ETP. Et en moyenne, ça peut mobiliser entre un quart et un ETP côté département. Et cette personne sera l'interlocuteur clé des associations. Et en fonction de la charge qu'elle aura disponible, elle pourra se mobiliser pour répondre aux questions des associations, animer la communauté, participer à des actions de communication, faire une mise en relation plus ou moins intense avec les structures de la zone. Mais donc voilà, bien avoir en tête que c'est quand même une charge, qui peut être une petite charge, et qu'il faut réfléchir ou la mettre dans l'organisation. Si je reviens aux bonnes pratiques relatives à la mobilisation des associations. La deuxième bonne pratique, donc c'est ce dont je vous parlais, c'est le conventionnement avec 2 à 3 associations environ. Ça peut être une seule association, dans certains cas de figure, ça peut répondre à vos besoins, et ça peut être 4 aussi, mais voilà, sachez qu'à partir de 3 et plus, ça demande quand même un peu de pilotage de la part du département, notamment pour redispatcher les profils de jeunes entre les associations, pour s'assurer de qui va pouvoir être présent à chaque événement de communication auprès des acteurs de l'ASE, pour voir comment répartir les périmètres si jamais il y a des doublons en termes de périmètre et d'objectifs. Je passe sur la question lancement des mentorats. Donc, en termes de bonnes pratiques, ce qu'on a pu identifier, c'est que c'est vraiment important pour les associations et en tant que département de promouvoir et mettre en relation les associations avec les structures. En fait, souvent, le cas de figure un peu classique, c'est des départements qui vont conventionner avec des associations, qui vont leur donner la liste de contacts des établissements en leur disant, bon, bah voilà, entrez en contact avec eux, c'est bon, c'est OK, les mentorats sont financés. Et en fait, quand les associations prennent contact avec les établissements les établissements sont victimes de la situation. Donc souvent, il va y avoir beaucoup de turnover, peut-être pas beaucoup de disponibilité, et peut-être que du coup, ils vont pas être disponibles pour répondre au téléphone sur le sujet, ou alors peut-être qu'ils n'auront pas entendu parler de la démarche. Et en fait, c'est difficile pour les associations quand la démarche n'a pas été portée
de vraiment venir se positionner en interlocuteur partenarial. Donc voilà, nous, on vous encourage en tant que département à vraiment promouvoir la démarche via des mails d'introduction, via des présentations de l'offre, via une cartographie des structures qui sont sans mentorat. Typiquement, c'est ce qu'on essaie de développer aujourd'hui dans le 75, c'est avoir une liste de toutes les structures où aujourd'hui, toutes les MEX, par exemple, du territoire, où il n'y a pas de mentorat en place et où du coup, les associations peuvent aller prendre contact avec ces MEX en particulier pour vraiment mettre en place du mentorat. Nous aussi, ce qu'on vous encourage en termes de lancement du mentorat, c'est de favoriser la simplicité des échanges et des processus. Donc, notamment, par exemple, pour la partie, ça va être le cas pour la partie B2, FIGES, en fait, essayer de réfléchir à des processus qui soient les plus simples possibles et les plus courts possibles pour ne pas multiplier, et ça fait le lien avec le dernier point, ne pas multiplier les niveaux de validation, mais vraiment pouvoir juste remplir un formulaire, le transmettre directement en fait, au service qui va extraire le B2 et le FIGES, par exemple, et ensuite automatiquement valider l'honorabilité du mentor. Et donc, de la même manière sur les niveaux de validation, sachez que, vous devez le savoir, j'imagine, mais chaque niveau de validation supplémentaire, ça va être potentiellement du temps supplémentaire avant le lancement d'un mentorat. Donc, typiquement, si la validation de l'inspecteur, et aujourd'hui c'est le cas, n'est pas demandée de manière indispensable dans le cadre du décret d'application, par exemple, peut-être que en fait, pour le moment, c'est pas forcément nécessaire de la mettre en place parce qu'il y a déjà la validation du service ASE et il y a déjà l'autorisation parentale qui sont signées, etc. Avoir en tête que plus on multiplie les niveaux de validation et plus on va ralentir la mise en place du mentorat et ça va être difficile à rattraper ensuite pour les différentes parties prenantes. Enfin, sur la partie pilotage des associations, qu'est-ce qu'on identifie comme bonne pratique? Alors déjà, nous, ce qu'on encourage, c'est de communiquer régulièrement sur le mentorat avec les structures et les acteurs de l'aide sociale à l'enfance, notamment en réponse au turnover. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, aujourd'hui, le niveau de connaissance sur le mentorat, et on pourra en reparler dans notre prochain webinaire, mais aujourd'hui, le niveau de connaissance sur le mentorat reste assez faible. Et en fait, même en faisant 1 ou 2 formations sur le sujet, il y a quand même des chances qu'il reste assez limité parce que vous n'aurez pas tous les participants à la réunion, parce que il va y avoir du turnover, parce que en fait, les gens en entendent parler mais ne se projettent pas forcément dedans. Donc, nous, on vous encourage à vraiment multiplier les prises de parole sur le sujet, à faire des formations régulières. Typiquement, quelque chose qui se fait bien, ça va être des formations obligatoires, soit de manière mensuelle, soit pour tous les nouveaux arrivants, sur le mentorat, où ils vont rencontrer les associations, on va leur parler des différentes étapes et ils vont savoir en fait comment s'y prendre pour lancer le sujet à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, vraiment communiquer régulièrement. Pareil, dans le cadre du pilotage des associations, ce qui est intéressant à mettre en place, on encourage tous les départements à aller vers ça, c'est la mise en place de réunions type COTEC, donc comité technique régulière. Donc ça peut être une fois tous les 1 à 4 mois. Ça va être des réunions, peut-être Virginie pourra vous en parler un peu plus en détail, mais des réunions qui vont permettre de faire le point sur où est-ce qu'on en est en termes de combien de temps on met en ce moment pour mettre en relation un binôme, un jeune avec son mentor, quels sont les cas de figure qui sont bloqués, se partager des conseils entre associations, ça peut être aussi se mettre d'accord sur les prochaines échéances de communication, etc. Ça, pour le coup, c'est vraiment important. Et enfin, un point qui était remonté dans les échanges qu'on a eus avec les associations, c'était encourager au maximum les départements à favoriser les présentations et les bilans individuels des associations plutôt que les bilans collectifs. Donc on vous encourage plutôt à voir les associations de manière individuelle quand vous devez faire le bilan avec elles pour permettre un suivi plus approfondi de leur dispositif associatif. Là où sur un bilan collectif, en fait, parfois on a peut-être moins le temps de rentrer dans les détails et de vraiment parler des défis qui se présentent pour chaque association. Voilà, j'espère que ce sont des points qui vous éclairent et qui sont assez concrets à mettre en application dès demain. Peut-être que je peux inviter Virginie à dire quelques mots là-dessus, à témoigner. Virginie, est-ce que tu nous entends? Oui. Oui, je suis là. Donc, moi, je suis Virginie Delassus. Donc, j'ai fait une grosse partie de ma carrière à l'ASE en protection de l'enfance, en foyer au département du Pas-de-Calais et du Nord. Et je suis arrivée donc auprès de la direction enfance, famille, jeunesse
au département du Nord en tant que chargée de mission sur un temps plein pour le développement du mentorat. Voilà, ça c'est un choix qu'a fait le département du Nord, qui est un des premiers départements à s'être lancé un peu dans le mentorat. Donc le choix du département a été de positionner un chargé de mission parrainage et un chargé de mission mentorat au niveau départemental. Voilà. Absolument. Donc Et est-ce que tu peux je suis arrivée tout récemment, donc le 1er février. Alors j'ai découvert quand je suis arrivée les 3 associations qui étaient conventionnées par le département, donc avec lesquelles on travaillait, donc la FEV, Proxité et les Ombres. Alors, quand je suis arrivée, je ne comprenais pas trop le pourquoi de ces assos. Pourquoi 2 assos positionnés dans le Nord, une autre, les Ombres, plus du côté région parisienne. Donc, ma directrice m'a expliqué qu'en fait, le choix avait été vraiment d'adapter à chaque jeune. En fait, il fallait vraiment trouver une solution pour chaque jeune. Pour chaque jeune mentoré. Et donc, ces 3 assos, effectivement, bon, il y en avait 2. Alors, la FEV Proxité, pas très loin de nous, le département, qui bossaient aussi bien sur du présentiel que du distanciel, et les Ombres qui bossaient qu'avec les enfants de l'ASE sur du distanciel. Donc voilà, tout a été effectivement calculé, les objectifs, la durée, le profil des jeunes, le profil des mentors, tout a été travaillé dans le détail pour enfin voilà, travailler avec ces 3 associations. Donc aujourd'hui, on travaille, je suis donc très très en contact avec ces 3 associations. Effectivement, la démarche du mentorat, elle est portée, du coup, on a la chance qu'elle puisse être portée plus. On travaille sur des outils collaboratifs, donc avec l'aide précieuse, je le dis toujours, mais c'est vraiment important de le dire, de Break Poverty, donc de Nadège et de Marion, qui travaillent avec nous sur des outils collaboratifs, des tableaux, plein de choses sur lesquelles on peut vraiment travailler très efficacement ensemble, département asso. On a mis en place des codec. Nadège parlait de codec. Alors moi, j'ai préféré faire un codec toutes les 3 à 4 semaines pour qu'on puisse bosser le plus facilement possible, le plus efficacement possible. Donc dans ces codec, concrètement, on travaille sur les chiffres, sur nos présentations, nos rendez-vous mis en place, qui vont arriver ou qui sont passés. Les remontées de difficultés par rapport à certaines situations complexes de jeunes pour lesquels on ne trouverait pas de mentor, etc., qui demanderaient du présentiel, on n'a pas de présentiel, donc voilà, on essaye de trouver les meilleures solutions. Et on travaille aussi dans ces contextes sur nos prochaines étapes, les prochains projets, des infos, etc. Voilà. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je vais parfois rencontrer des mentors et leur parler de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, parce que bon, j'ai la chance de venir de l'ASE, donc c'est assez facile pour moi. Et ça, c'est quand même, je pense, vraiment intéressant pour les mentors. On travaille donc sur des. Alors là, on lance début juin une antenne de mentorat, donc la première au niveau national. On a travaillé ça avec donc une des assos qui est Proxité et une maison d'enfants, une association avec laquelle on travaille beaucoup au département, qui est Temps de Vie. On commence à travailler, on est interpellé puisqu'on fait beaucoup de présentations avec Break Poverty et les associations. On fait beaucoup de présentations aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Donc on est de plus en plus interpellé et par les collègues du département, les services enfance, voire même d'autres services, les assistantes familiales et aussi les structures. Voilà. Et on essaie vraiment de communiquer le plus possible pour les nouveaux arrivants. Là, va se faire aussi une communication auprès des magistrats, des juges pour enfants. Voilà. La com, elle est vraiment très importante.
Ouais, et c'est une vraie belle réussite d'organisation, de coordination de travail entre les associations qui Ouais, peuvent pas forcément toujours être évidentes. ouais, Ok, Madame complètement. Claudine Roy qui a une question, donc une remarque. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. Oui. Bonjour, je voulais vous demander, depuis que vous avez commencé le mentorat, qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence comme avantage pour les enfants, pour leur insertion, voilà, qu'est-ce qui a, enfin, ce qui a permis de montrer les bénéfices, j'ai envie de dire, de cette mise en place du mentorat. Puisque ça, de ce que je viens de voir, alors je suis arrivée qu'à la moitié de la réunion et j'en suis vraiment désolée, je ne pouvais pas me connecter, mais ça a un coût. Et pour l'argumenter, et je vous envie d'avoir un chargé de mission à temps plein sur chacune de ces missions, parrainage et mentorat. Mais qu'est-ce que vous avez pu mettre en avant comme bénéfice pour les enfants, voilà, au niveau de l'ASE? Euh, alors, nous, on a des éléments de réponse. Je sais pas, peut-être que des collectifs mentorat aussi, si vous voulez partager vos éléments de réponse sur les avantages du mentorat. Oui, bonjour madame. C'est un sujet qu'on a évoqué lors du dernier webinaire qui a été enregistré, je crois, donc vous pouvez retrouver les éléments. On y dit une chose, c'est que le collectif Mentorat et surtout Break Poverty ont mené une étude d'impact pour mesurer l'impact et les effets du mentorat sur un certain nombre de jeunes de l'aide sociale à l'enfance accompagnés par les associations. C'est une étude d'impact qui a été faite par Coréis Conseil, sur donc un panel d'environ 200 jeunes mentorés, mais avec également un groupe témoin de jeunes non mentorés, et qui permettait d'en déduire l'impact positif du mentorat. Et c'est là que je vais sécher, Nada, je suis désolé, sur Ouais. 4 aspects. Les effets du mentorat sur la scolarité, les effets sur la vie quotidienne du jeune, sur sa sociabilité, etc. Ouais. Et on voyait une tendance à ce que le mentorat, par exemple, enfin, la personne du mentor aide le jeune à sortir de mauvaises pratiques ou mauvaises habitudes dans sa vie quotidienne. Par exemple, grâce à son mentor, les jeunes mentorés ont plus tendance que les jeunes non mentorés à arrêter des mauvaises pratiques telles que l'alcool, ou bien pour ce qui est de l'école, les jeunes mentorés décrochent moins que les jeunes qui ne sont pas accompagnés. Voilà, c'est assez flou là, à l'oral, et vous m'en excuserez, j'espère, mais on peut vous transmettre la synthèse de cette étude d'impact qui pourra, j'espère, donner des réponses à vos questions. Absolument. Et peut-être pour compléter, et peut-être que je peux donner la parole à Madame Rosa. Il me semble que j'ai vu Madame Rosa tout à l'heure dans la liste des participants. Si vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à prendre la parole aussi sur ce sujet, Natacha. Comme Alors, ça a été dit je laisse- précédemment, comme le dit l'étude d'impact, nous, ce qu'on a vérifié sur les jeunes, c'est, je dirais, c'est pas Noël avant l'heure, c'est pas tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais c'est plutôt une amélioration générale, globale, qui peut être effectivement psycho-affective. Les jeunes déclarent se sentir moins seuls. Ils ont une meilleure capacité à se projeter en l'avenir. Ils reprennent confiance. On note moins d'absentéisme au niveau scolaire. On note une meilleure implication. Euh, euh, donc voilà, l'étude est très encourageante, effectivement. La synthèse fait une page à 4 recto verso, elle est très bien faite. Donc je pense que elle vous donnera tous les arguments pour convaincre votre direction. Absolument. Et peut-être, bon, alors à titre personnel, moi, les arguments que j'aime bien mettre en avant aussi, c'est le fait que le mentorat, c'est un des dispositifs qui redonne confiance aux jeunes et notamment qui renforce leur niveau d'ambition. Et c'était une des dimensions qui était mesurée par l'étude d'impact. D'ailleurs, on voyait que le nombre de jeunes qui se projetaient dans des fonctions de direction était plus élevé après 6 mois de mentorat. Et par ailleurs, le mentorat, c'est aussi une manière d'enrichir l'ancrage social du jeune au-delà des personnes qui sont rattachées à l'aide sociale à l'enfance et qui sont toutes rémunérées pour être autour de lui. Le mentor, c'est quelqu'un qui vient ouvrir son cercle social et le connecter à de nouvelles personnes, à un C'est nouvel moins univers. stigmatisant, effectivement. Moi, c'est ce que me renvoie des référents enfance
qui suivent des jeunes là pour lesquels ils ont fait des demandes de mentor, ils me disent que les jeunes se sentent bien parce que moins stigmatisés, normal, voilà, enfin normal entre guillemets, ils n'ont pas un éducateur, ils n'ont pas un référent enfance, ils ont une personne lambda qui les accompagne, qui peuvent dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire à leur éduc, voilà. Et une plus-value aussi, il faut le dire, pour les professionnels quand même, hein, voilà. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mario, je sais que tu avais aussi noté des questions qui nous avaient été partagées en amont. N'hésitez pas, hein, à les noter dans le chat ou à prendre la main si jamais. On en a aussi noté quelques-unes en amont, donc on peut essayer d'y répondre et on vous laisse rebondir. Oui, nous, une question qui était remontée, c'était le fait que est-ce qu'une association qui accueille le jeune peut organiser lui-même du mentorat, par exemple la Croix-Rouge, etc. Absolument. Et c'est une très bonne question. Effectivement, c'est un cas de figure qui se produit souvent. Alors, effectivement, comme on vient de le dire à l'instant, la démarche du mentorat, elle est aussi intéressante parce que ça permet aux jeunes en fait, d'élargir son cercle social au-delà du service de l'aide sociale à l'enfance. Donc, en fait, c'est sûr que la démarche, elle est encore plus puissante et plus efficace si c'est une association ou un partenaire externe qui vient lui proposer du mentorat. Donc, si par exemple, il est hébergé dans une structure de la Croix-Rouge, je dis la Croix-Rouge parce que c'est l'exemple qu'on avait en tête, qu'on avait rencontré. S'il héberge dans une structure de la Croix-Rouge, en fait, ça peut être bien si c'est plutôt une des 9 associations qu'on a citées qui va organiser le mentorat. Si après, les conditions ne le permettent pas, ça peut déjà être très positif et en tout cas, rien ne l'interdit. Donc, c'est tout à fait envisageable. On avait aussi des questions peut-être plus liées à... On a une question d'Elisabeth Pires. Oui, Elisabeth, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Non, c'est plutôt une observation parce que dans la présentation, vous avez mis l'âge pour le mentorat et c'était plutôt à partir d'11 ans, alors qu'on sait qu'avec la loi Taquet, le mentorat commence beaucoup plus tôt. Donc, je voudrais juste renforcer ça et dire qu'au Conseil départemental de Val-de-Marne, on commence à partir de 3 ans. Voilà, et avec les associations avec lesquelles on travaille, on essaye à chaque fois de sensibiliser les éducateurs à cette nouvelle tranche d'âge qui vient avec la loi Taquet. Donc, c'était juste faire cette observation-là parce que sur le tableau, c'était marqué plutôt à partir de 11 ans. C'est vrai. Et pour compléter ce que vous disiez, Elisabeth, pour le coup, la démarche de mentorat est obligatoire à partir de l'entrée au collège pour les jeunes. Elle est possible avant 11 ans, mais elle n'est pas, en tout cas, fixée telle quelle dans la loi Taquet. C'est plutôt la démarche de parrainage qui va être pertinente pour les jeunes avant 11 ans. Et d'ailleurs, c'est un élément assez caractéristique du 94. Vous avez conventionné avec 2 associations de parrainage qui vont notamment couvrir toute cette tranche d'âge des petits, quoi. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que peut-être il y a une autre question, Marion? Nous, on avait eu des questions aussi simplement sur la durée du mentorat. Peut-être qu'on n'en a pas reparlé là aujourd'hui. C'est vrai, on l'a mentionné rapidement. Alors, un mentorat en moyenne, ce qu'on dit, c'est que c'est autour de 6 mois. Mais il y a aussi un certain nombre de mentorats qui vont durer plutôt une année scolaire et en fait, ça peut même s'étendre sur plusieurs années. Ça va être notamment le cas dans les associations de parrainage qui font du mentorat, donc parmi les France Parrainage, qui vont avoir des mises en binôme qui durent plutôt entre 4 et 5 ans, quoi. Il y a à noter qu'il peut aussi y avoir des cas de figure dans lesquels il peut y avoir du mentorat qui se met en place pour moins de 6 mois si c'est des besoins très ponctuels, souvent autour de besoins d'insertion professionnelle. Par exemple, aider un jeune à trouver un stage ou à trouver une alternance pour la rentrée, aider un jeune à trouver un job d'été, l'aider à refaire son CV, etc. Super. Et peut-être une question un peu plus technique aussi sur le mentor. En général, comme il est considéré comme un acteur du PPE, est-ce qu'il peut être convié aux instances professionnelles ou non? Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des questions sur le mentor et je réalise qu'on n'a peut-être pas passé suffisamment de temps dessus.
Donc, les mentors, souvent, ça peut être des profils très variés. Selon les associations, ça va être des profils très variés. Donc, comme je le disais, ça peut être des actifs, des retraités, des étudiants. Les mentors, c'est des personnes qui s'engagent de manière bénévole, souvent par le bouche à oreille ou parce qu'on leur a parlé de la démarche. C'est des personnes qui sont pas forcément proches du système de l'ASE et qui, en fait, la plupart du temps, n'en ont même, connaissent, en tout cas découvrent le système en même temps qu'ils découvrent le mentorat. C'est des personnes qui sont aussi formées dans le cadre de leur bénévolat en tant que mentor par l'association au dispositif de l'ASE et à la manière de communiquer avec les jeunes. Ils sont en contact avec les jeunes, mais ils ont aussi vocation à être en contact aussi de manière, on encourage les associations à aller vers ça, et on les encourage à créer un contact régulier entre le mentor et l'éducateur pour favoriser la transmission d'informations. Mais du coup, à noter que le mentor, non, n'est pas attendu que le mentor soit présent ou convoqué dans le cadre des instances PPE parce que ce n'est pas une présence officielle qui le caractérise. Mais en revanche, il peut être, s'il le souhaite et qu'il est disponible pour ça, il peut échanger avec le référent du jeune, par exemple, pour partager, en tout cas pour échanger sur le futur du jeune et partager des réflexions qu'il aurait pu avoir. Voilà, écoutez, je vois qu'il est 14h30. Merci beaucoup, Marion. Je vous propose de clôturer très rapidement sur les prochaines étapes. Donc, nous, on va vous partager cette présentation avec les annexes et des éléments de contact aussi pour les associations. Donc, on vous encourage, si ce n'est pas déjà le cas, à vous renseigner sur les associations et à prendre contact avec celles qui vous intéressent. On vous encourage aussi à ne pas hésiter à prendre contact avec le collectif Mentorat et Break Poverty pour un premier échange ou même un deuxième échange ou un troisième. Si vous avez des questions spécifiques, on se fera une joie d'y répondre et de vous proposer les outils qui vous permettront de vous accompagner. Et on vous invite aussi à participer aux autres webinaires à venir. Donc, on l'a mentionné à plusieurs reprises, hein, mais aujourd'hui, on a fait à date, on a fait les webinaires 0 et 1. On a le 28 mai un webinaire sur la mobilisation des cadres de l'aide sociale à l'enfance, des professionnels et des jeunes autour du mentorat. Et on aura courant juin un webinaire sur le pilotage du mentorat sur son territoire en termes de processus, de suivi, de qualité, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous réinscrire. On va tous vous envoyer l'invitation, donc n'hésitez pas à l'accepter pour nous confirmer votre participation. N'hésitez pas à la transmettre à vos collègues du département si vous pensez que ça peut être utile. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si besoin. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.